Yopougon est un quartier très animé d'Abidjan. On y trouve beaucoup de maquis, de bars, de musique. Et de vie, même tard dans la nuit. C'est dans ce quartier que vivait Kofi, un jeune étudiant en philosophie à l'université de Cocody. Il était intelligent, curieux, mais aussi un peu têtu. Un samedi soir, après une longue semaine de cours, Kofi décida de se détendre. Il retrouva ses amis au maquis La Joie de Vivre, un lieu bien connu à Yopougon-Sidessi. Ils dansèrent, mangèrent de l'aloco, et burent un peu trop de bière. Vers minuit, Kofi se sentit fatigué et décida de rentrer seul, pendant que ses amis continuaient la fête. Il sortit dans la rue principale, qui était déjà moins animée. Les mototaxis étaient rares à cette heure. Et les taxis ordinaires, encore plus. Il attendit longtemps. Puis, sans bruit, un taxi s'arrêta juste devant lui. C'était un vieux véhicule jaune et noir, un peu rouillé, avec une grande autocollant de Bob Marley à l'arrière. Le chauffeur portait une casquette noire qui cachait son visage. Il ne dit rien, il fit seulement un signe de la main à Kofi pour qu'il monte. Kofi hésita un moment. Il sentait quelque chose d'étrange, mais la fatigue et l'alcool l'empêchaient de réfléchir clairement. Il monta. L'intérieur du taxi était sombre. Une forte odeur d'encens remplissait l'air, mélangée à une odeur de terre humide. Le siège était chaud, comme si quelqu'un venait juste de descendre. Kofi donna l'adresse de sa résidence à Cocody. Le chauffeur hocha la tête, sans dire un mot, puis démarra. Mais très vite, Kofi se rendit compte que le taxi ne prenait pas la bonne route. Il passait par des chemins inconnus, sombres, déserts. Il ne reconnaissait rien. Pas de lampadaire, pas de maison, juste des murs avec des dessins étranges dessus. Kofi essaya de parler au chauffeur, mais aucun son ne sortait de sa bouche. Sa gorge était sèche, bloquée. Pris de panique, il tenta d'ouvrir la portière. Impossible, elle était verrouillée. Il sortit son téléphone. Pour appeler à l'aide, l'écran était noir. Plus de batterie. Il regarda l'horloge du tableau de bord, elle affichait minuit, et ne bougeait pas. Tout semblait figé dans le temps. À ce moment, Kofi comprit qu'il était dans un piège. Un frisson glacé parcourut son dos. Il voulut crier, frapper la vitre, mais tout son corps était comme paralysé. Le taxi roulait toujours, silencieux, à travers des ruelles qui semblaient appartenir à un autre monde. Et puis, soudainement, plus rien. Le lendemain matin, Kofi ne rentra jamais à l'université. Le matin après la disparition de Kofi, ses amis commencèrent à s'inquiéter. Il n'était jamais rentré chez lui. Son téléphone sonnait dans le vide, puis s'éteignait. Kofi ne manquait jamais les cours, même après une nuit de fête. Ce n'était pas normal. Ils allèrent au commissariat de police de Yopougon. Là, un vieil agent nommé commandant Kangale écouta attentivement. Lorsqu'ils dirent que Kofi avait pris un taxi dans la nuit, Kanga fronça les sourcils. Il resta silencieux quelques secondes, puis soupira profondément. Encore un, murmura-t-il. Les amis de Kofi ne comprirent pas. Comment ça, encore un? Demanda l'un d'eux. Le commandant se leva, ouvrit un tiroir de son bureau, et sortit un petit dossier poussiéreux. Il l'ouvrit. À l'intérieur, plusieurs photos et feuilles de rapport. Tous parlaient de jeunes disparus la nuit, à Yopougon, après avoir pris un taxi mystérieux. Toujours vers minuit. Toujours seul. Et toujours sans aucun témoin. Je crois que votre ami est monté dans ce qu'on appelle ici, le taxi maudit, dit-il doucement. Les jeunes éclatèrent de rire, croyant à une blague. Mais Kanga était sérieux. Il leur raconta qu'il y avait une vieille histoire, vieille de 10 ans, à propos d'un chauffeur de Gbaka, minibus de transport en commun, appelé Awanyani. Cet homme, connu pour sa vitesse folle et son arrogance, avait eu un grave accident à Jesco, un grand carrefour de Yopougon. Il roulait trop vite sous la pluie, son véhicule avait glissé, et il avait percuté un camion. Tous les passagers, ainsi que lui-même, étaient morts sur le coup.
Les corps avaient été enterrés à la va-vite, sans cérémonie, sans prière, car les familles étaient pauvres. Quelques semaines après cet accident, des gens dirent avoir vu un taxi jaune et noir s'arrêter à des carrefours, au milieu de la nuit. À l'intérieur, un chauffeur silencieux, au visage souvent caché. Des passagers qui montaient, mais ne descendaient jamais. Depuis, on raconte que l'esprit du chauffeur cherche à compléter son dernier voyage avec des âmes perdues. Les disparitions étaient rares, mais régulières. 1 ou 2 par an. Souvent ignorées par les autorités. Mais Kanga, lui, avait noté tous les cas. Ce jour-là, on retrouva le téléphone de Kofi, brisé, sur le sol au bord de la route près de Jesco. Juste à côté, il y avait une trace noire, comme une brûlure faite par des pneus. Aucune autre voiture n'avait été vue. Pas de caméra. Rien. Les amis de Kofi étaient bouleversés. L'un d'eux, Isaïe, jura de retrouver la vérité. Mais plus il cherchait, plus les gens lui disaient de laisser tomber, de ne pas réveiller les morts. La peur commença à se répandre dans tout Yopougon. Beaucoup évitaient de sortir la nuit. Les chauffeurs de taxi refusaient de s'arrêter après minuit, surtout près de Jesco. L'histoire du taxi maudit revint sur toutes les lèvres. Mais personne ne savait vraiment comment l'arrêter. Dans le quartier de Sikoji, à Yopougon, vivait une jeune femme appelée Adjoa. Elle avait 27 ans, les yeux toujours calmes, et un petit sourire mystérieux. Elle n'était pas comme les autres. Depuis l'enfance, elle voyait des choses étranges. Des ombres dans les miroirs, des visages dans la fumée, des murmures dans le vent. Sa grand-mère disait qu'elle avait l'œil des anciens. Adjoa ne cherchait pas la gloire. Elle vivait simplement, faisait des tresses aux femmes du quartier, vendait des herbes médicinales et parfois, lisait l'avenir avec des coquillages. Certains la craignaient. D'autres venaient en secret pour lui demander conseil. Un jour, alors qu'elle dormait, elle fit un rêve très fort. Un rêve si réel qu'elle se réveilla en sueur, le cœur battant. Elle se voyait assise dans un taxi jaune, en pleine nuit. Devant elle, un chauffeur sans visage, qui roulait. Dans un monde sans fin. Tout était silencieux. Soudain, une voix lui souffla. Il cherche son nom, il cherche la paix. Le lendemain, Adjoa comprit que ce rêve était un appel. Elle avait entendu parler du taxi maudit, bien sûr. Tout le monde en parlait maintenant. Mais pour elle, ce n'était pas juste une rumeur. C'était un esprit perdu, un ancêtre oublié, qui réclamait justice. Elle alla voir sa grand-mère, qui vivait encore au village. La vieille femme l'écouta, ferma les yeux, puis dit : « Ce que tu as vu est réel. Le chauffeur est prisonnier entre les mondes. Il n'a pas été honoré comme il faut. Si tu veux l'aider, tu dois lui rappeler qui il est. Appelle-le par son vrai nom. » Adjoa demanda comment connaître ce nom. Va au carrefour de Jesco à minuit. Le taxi viendra. Tu n'auras qu'un seul essai. Ce soir-là, Adjoa se prépara. Elle mit un panier blanc, accrocha à son cou un collier de cori et porta un petit sachet d'herbe bénie. Elle arriva au carrefour à 23h55. Il faisait chaud, mais elle tremblait. À minuit exactement, le taxi apparut. Il n'y avait pas de bruit. Il semblait flotter au-dessus du sol. La portière s'ouvrit toute seule. Adjoa entra. À l'intérieur, l'air était glacé. Le chauffeur ne parla pas. Il conduisait lentement, à travers des rues qui semblaient vides, comme dans un rêve. Des visages apparaissaient parfois derrière les vitres. Des visages tristes, oubliés. Adjoa ferma les yeux. Elle mit la main sur son cœur, puis dit d'une voix calme. « Je connais ton nom. Tu t'appelles Aoua Nyani, fils de Gnaoré. Tu n'es pas oublié. Ton dernier voyage est terminé. » Le taxi trembla. Le volant tourna tout seul. Le chauffeur se retourna, son visage était une poussière de cendre. Un cri s'éleva dans le ciel, puissant, douloureux, puis tout devint blanc. Adjoa se réveilla le lendemain matin, seul au carrefour. Le taxi avait disparu. Depuis cette nuit étrange, quelque chose avait changé à Yopougon. Les habitants le sentaient dans l'air. Dans le silence de minuit, dans le calme soudain au carrefour de Jesco. Il n'y avait plus ces histoires de jeunes disparus. Plus de cris dans le vent. Plus d'ombre autour des taxis.
Adjoa, la voyante de Sikoji, était rentrée chez elle en silence. Elle n'avait parlé à personne de ce qu'elle avait vécu dans le taxi. Mais le lendemain matin, une vieille femme du quartier la vit marcher pieds nus, les yeux remplis de lumière. Elle comprit que la jeune fille avait fait quelque chose d'important. D'ailleurs, beaucoup disent qu'Adjoa dort mieux depuis ce jour-là. Plus de cauchemars. Juste des rêves. Paisibles avec des ancêtres souriants. Quelques jours plus tard, au mur du maquis La Joie de Vivre, un graffiti étrange apparut pendant la nuit. Il était écrit en lettres blanches, tracé avec un doigt ou peut-être une craie. Je suis rentré chez moi. Paix aux passagers perdus. Personne ne vit qui avait écrit ça. Et pourtant, les anciens du quartier comprirent. Le message venait de lui, l'esprit du chauffeur, Aouaniani. Il était enfin libéré. Il avait trouvé la paix. Ce même jour, un jeune garçon nommé Junior, qui jouait près de Jesco, trouva un vieux volant rouillé. Dans la poussière, posé comme une offrande. Il le montra à sa mère, mais dès qu'elle le toucha, le métal se transforma en sable. Le vent l'emporta, doucement, comme pour dire « c'est fini ». Depuis, les taxis roulent de nouveau la nuit. Les chauffeurs s'arrêtent, même après minuit. Mais certains prennent des précautions. Ils allument de l'encens, accrochent une croix ou un petit objet sacré sur le tableau de bord. Juste au cas où. Les jeunes du quartier parlent encore du 4477, ce taxi maudit qui apparaissait sans bruit. Ils se racontent l'histoire autour du feu, en mangeant du poisson braisé. Certains ajoutent des détails, d'autres exagèrent. Mais tous terminent par la même phrase. C'est grâce à Adjoa qu'il est parti. Et pourtant, une question reste, était-ce vraiment fini? Un soir, plusieurs mois plus tard, un homme rentre